Salut à tous, je suis fan d'Harry Potter. Oups, excusez-moi, mauvaise image. Bah oui, désolé, il faut vivre avec son temps. Je suis fan d'Harry Potter, disais-je, et j'ai l'impression que lui aussi. Et j'ai découvert sa chaîne avec sa vidéo quand Harry Potter n'a aucun sens, 10 erreurs / incohérences. Et j'avais envie de lui répondre en toute bienveillance, bien sûr. Parce que la communauté Potterhead n'a rien à voir avec la communauté Star Wars. Et si j'ai envie de lui répondre, vous vous doutez bien que c'est parce que... Je ne suis pas d'accord. Premier point, ici je ne suis déjà pas d'accord et ça va être chaud d'expliquer pourquoi et d'être convaincant. Parce qu'il y a des points qu'on ne sait pas et clairement, plus que dire tu as tort, j'ai raison, je pense que c'est surtout une question de goût, de subjectivité. À la fin d'Harry Potter à l'école des sorciers, alors que Serpentard a remporté la coupe des 4 maisons, Dumbledore se lève pour gâcher leur fête. Il accorde des points à nos héros qui ont empêché le retour de Voldemort, et à Neville pour ne pas avoir réussi à les arrêter. Les Gryffondors font la remontada du siècle et prennent la place des Serpentards. Mais alors, pourquoi ne pas avoir fait cette annonce avant le banquet ? Pourquoi décorer la grande salle aux couleurs de Serpentard, pour ensuite briser leur euphorie en tapant des mains ? Alors pourquoi ne pas avoir fait l'annonce avant ? Pour moi je dirais tout simplement pour faire une surprise. Tu dis d'ailleurs, oh là là, en plus la déco est déjà faite. Mais c'est un monde magique, la déco se fait en 2 secondes. Non, on voit bien dans le set pour le mariage de Bill et Fleur, ça se fait pas en 2 secondes non plus. Mais là, pour accrocher des drapeaux, je pense pas que ce soit la déco la plus longue et difficile à installer du monde. Preuve en est, Dumbledore claque des mains et elle change. Donc moi ça me choque pas, pour moi ils n'ont pas fait l'annonce avant parce que ils sont tous là, ça me paraît le bon moment. Et Harry, Ron et Hermione ont vraiment accompli des exploits pour lesquels ils mériteraient des applaudissements, d'être mis en avant, d'être remerciés, félicités, même s'ils ont violé plusieurs règles de l'école. Donc honnêtement, ça ne me choque pas et ça ne m'a jamais choqué auparavant que Dumbledore lâche ça comme une surprise à la fin. Et là où j'ai du mal à te répondre également, c'est que tu ne précises pas comment tu aurais aimé que Dumbledore fasse l'annonce, que les points ont été changés. Tu vas peut-être me répondre, alors mettre sa baguette magique à son cou et le déclarer pour que tout le monde l'entende et tout ça. Mais pour quelque chose d'aussi important, un gros changement comme ça, je pense qu'il est préférable que tout le monde soit réuni et qu'il le fasse de vive voix devant tout le monde, pour un truc aussi important pour moi. Parce que, imagine-les dans leur dortoir, en plein cours, dans les toilettes, je ne sais où, ils entendent ça. Il y en a forcément qui vont être tentés de laisser éclater leur colère, notamment chez les Serpentards, surtout qu'en plus, ils seront moqués par toutes les maisons qui seront contentes de la victoire de Gryffondor. Donc ça pourrait vite dégénérer. Là où, dans la grande salle, devant tout le monde, devant les professeurs, je dirais qu'ils sont un peu forcés de bien se comporter. Le premier tome d'Harry Potter s'inscrit dans la tradition de la littérature jeunesse, où les méchants finissent toujours par être punis. Ce n'est d'ailleurs pas tant Serpentard que Drago Malfoy qui est humilié par cette décision. C'est l'antagoniste, donc c'est bien fait pour lui. Mais si on prend un peu de recul, c'est cruel pour beaucoup d'élèves de Serpentard qui avaient travaillé dur toute l'année pour obtenir ce résultat. Et après tu trouves que c'est injuste, que ça fait trop punition, mais après tout ils le méritent. Dans le film on le voit pas, mais oui, les Serpentards dans les livres narguent bien les Gryffondors dès qu'ils ont plus de points qu'eux, notamment en cette fin de livre. Tout au long des romans, les Serpentards de la génération de Harry sont présentés comme un bloc homogène et hostile. Pas un seul élève démontré comme juste, courageux ou simplement aimable envers lui. J'aurais vraiment aimé que l'on montre que des personnages positifs existent dans cette maison-là aussi. Des élèves qui s'opposent à Drago, qui refusent de suivre le mouvement, ou même qui soutiennent Harry dans certains moments difficiles. Rogue et Drago ont droit à leur rédemption bien sûr, mais pendant une grande partie de l'histoire, leur image est désastreuse et souvent justifiée. Il faut attendre Horace Slughorn pour enfin rencontrer un Serpentard sympathique. Et encore, lui non plus n'est pas irréprochable. Je suis convaincu qu'il y avait moyen de mieux équilibrer les choses, de mélanger davantage les maisons et de valoriser tout le monde sans trahir l'esprit de l'histoire. Les Serpentards sont tous méchants. Dans une histoire, que ce soit un livre de 300, même à 1000 pages, dans un film de 2 heures ou une série de 10 heures, on ne peut pas développer individuellement chaque personne et montrer que, non, évidemment que non, les Serpentards ne sont pas tous méchants en soi, purement et simplement. Évidemment qu'il y a des bons parmi les Serpentards. Mais pour faire vite comprendre aux spectateurs que telle personne on ne peut pas s'y fier, tel groupe on ne peut pas s'y fier, si on est bien obligé de faire des préjugés, mettre tout le monde dans le même panier et dire que là, ici c'est tombé sur eux, les Serpentards sont tous méchants. Et surtout dans une œuvre de fiction,
Tout a un sens et doit avoir un but. Pour prendre un autre exemple, c'est comme si on avait montré Voldemort face à ses mange-morts faire un grand discours où il expliquait sa vision des choses, ses projets, ses envies, etc. Et que là, d'un seul coup, un mange-mort disait « Oui, mais bon, peut-être que les moldus, on pourrait ne pas tous les tuer, parce que j'ai un petit côté famille moldue, donc du coup, voilà. » Déjà d'une, ça créerait un élément comique. De deux, ça descendrait totalement l'image de Voldemort auprès du public et surtout au niveau des personnages, quoi. On dirait en fait ils n'en ont plus vraiment peur, ils ne le respectent pas, ils ne le craignent pas, ils peuvent débattre avec lui alors que ça n'a pas l'air d'être le mec pro-débat. Mais surtout, ça créerait du doute dans la tête du spectateur ou lecteur, comme vous voulez. Parce que d'un seul coup, voir qu'il y a une petite différence, il y a un petit point qui n'est pas comme les autres dans un groupe homogène, ça permettrait aux spectateurs / lecteurs de créer ses théories et peut-être de mal comprendre quelque chose, voire dire que tel ou tel élément est incohérent parce que on a vu un méchant qui était pas d'accord avec lui, mais pourtant ceci cela. Il pourrait aussi se dire donc si ce mange-mort est pas totalement d'accord avec Voldemort, peut-être qu'il va redevenir gentil puis il va aider Harry ou je ne sais quoi, ou tout simplement peut-être que vu qu'il est pas entièrement d'accord avec Voldemort, peut-être qu'il va essayer de changer d'autres mange-morts et puis lever une armée de contre-mange-morts. Et si c'est pas le cas, attendez, mais c'est pas cohérent. Ce mec n'était pas entièrement d'accord avec Voldemort, et puis finalement, il reste à ses côtés. Il se bat avec Voldemort. Non mais c'est pas cohérent. Bref, voilà. Ça apporte plus de soucis que ça apporte de clarté, de réalisme, d'impartialité ou de nuance. Voilà. Pour éviter tout ça, dans la tête du spectateur ou du lecteur, ça doit être clair. Voldemort est méchant, tous ceux qui le suivent aussi. Donc, Drago est un Serpentard, il est méchant, forcément, tous les Serpentards aussi. Même si oui, comme tu dis, il y a Horace Slughorn qui est gentil. Il y a également le frère de Black, Sirius Black, qui a voulu rejoindre Voldemort, mais qui s'est ravisé. Narcissa Malfoy, qui est très certainement allé à Serpentard, j'avoue que j'ai oublié, et qui protège Harry. Elle aurait très bien pu, après s'être assurée que Drago était vivant, balancer Harry et dire qu'il était encore en vie. Mais non. Mais tout cela, ce sont des adultes et ça répond clairement à mon deuxième point. Le point qui les caractérise le plus, c'est la ruse. C'est le mot qui est fait pour résumer la maison Serpentard ou les Serpentards eux-mêmes. La ruse ou l'ambition parfois, mais globalement on entend surtout la ruse. Et dans les histoires, la ruse est généralement utilisée à des fins malhonnêtes. Et comme les Serpentards à Poudlard sont des enfants, des adolescents, évidemment qu'ils vont utiliser ce trait de caractère, ce qui les définit, pour de mauvaises raisons. Et donc, une fois qu'ils ont grandi, une fois qu'ils ont mûri, ils sont plus sociables et arrêtent de toujours penser qu'à eux, servir le mal, etc., etc. Ils peuvent en gros avoir une rédemption et changer pour le meilleur. Mais c'est comme ça pour toutes les maisons. Le courage des Gryffondors les pousse à braver les limites de l'interdit, à répondre au professeur, à violer les règles, constamment. Après cela, tu dis qu'il faut attendre 6 films pour avoir enfin un Serpentard sympathique avec Horace. Même si tu ajoutes, mais même lui n'est pas irréprochable. Ok. Qui l'est ? Dans cette saga ou dans le monde, aujourd'hui, ou même dans le passé, qui a été ou est irréprochable ? Nobody's perfect. Et de plus, même dans la bataille de Poudlard dans le 7ème, ils vont tous au cachot. Et je pense que ce n'est pas pour des raisons superflues. C'est évidemment injuste pour ceux qui n'ont rien à se reprocher et qui sont bons. Mais je pense qu'à mon avis, ce n'est pas gratuit. Après tout, Voldemort vient de cette maison. La plupart des mange-morts aussi. Drago est un petit con. Crabbe et Goyle sont des abrutis. Millicent Bulstrode est une peste. Rogue est froid, distant et injuste envers tous ceux qui ne sont pas à Serpentard. Bref, J.K. Rowling a multiplié les raisons pour expliquer pourquoi les Serpentards sont mal vus et maltraités, et ce, à raison. 150 points pour le Vif d'Or, c'est beaucoup trop. Imaginez un match de foot où une équipe mène 14-0, mais perd quand même parce qu'un joueur adverse a trouvé une balle à 500 mètres du stade. Alors, pour le plaisir de chipoter, ce n'est pas possible, l'argument n'est pas recevable, la comparaison n'est pas recevable parce que dans les règles du Quidditch, on peut aller aussi haut que l'on veut, il n'y a pas de règle là-dessus. En revanche, on ne peut dépasser les limites du stade. Alors oui, 150 points, c'est beaucoup, mais après tout, si l'équipe adverse bouge son cul et met plein de buts, ou de paniers, je sais pas comment on dit, et a 160 points d'avance sur l'autre équipe, elle peut encore gagner. Les dés ne sont pas jetés. C'est vrai que dit comme ça peut paraître impossible de mettre 16 buts ou paniers en un temps record, mais c'est sans rappeler qu'un match de Quidditch n'a pas de limite de temps et peut durer
3 secondes et demie si on est aussi rapide que Roderick Plumpton, ou bien des mois, 3 mois étant le record selon Olivier Dubois. Et puis, comment les spectateurs sont censés suivre un match où les deux balles les plus importantes, le soifle et le vif d'or, évoluent chacune de leur côté? Il y a bien les multiplettes, mais cela me paraît difficile de suivre deux actions en même temps. Pour la question de comment suivre deux balles différentes à la fois, c'est pas compliqué. Si les attrapeurs sont si spéciaux, ce qui les distingue, c'est qu'ils arrivent, ils ont l'œil pour repérer le vif d'or. Donc pour le public, c'est peine perdue. Ça ne sert à rien d'essayer, donc leur attention sera normalement, naturellement, focalisée sur le soifle. La balle du jeu qui rapporte des points 99% du temps du jeu. En revanche, j'imagine bien que dès lors que les attrapeurs filent à toute vitesse le bras tendu, je pense que là, ils délaissent le soif et se concentrent sur les attrapeurs qui se mettent à courir pour choper le vif d'or. Donc pour moi, là, il n'y a pas de problème non plus. Dernier point, c'est assez fou qu'il n'existe aucun équipement standard, surtout à Poudlard. Harry peut utiliser un balai 10 fois plus rapide et facile à manier que la moyenne, sans que ça ne choque personne. La capture du vif d'or ne dépend pas que de ça, mais pouvoir aller bien plus vite que son adversaire, c'est assez dingue. Pareil pour les Serpentards et leur 7 Nimbus 2001, qui leur donne forcément un avantage énorme. Les sorciers et l'esprit sportif, ce n'est clairement pas leur point fort. Enfin, pour les balais, si aucun équipement standard n'est obligatoire, c'est parce que la vitesse ne fait pas tout. Tu le dis toi-même, ça leur donne un avantage énorme. Mais pourtant, c'est Harry Potter, avec son Nimbus 2000, qui bat Drago Malfoy sur son Nimbus 2001, dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Comment je l'ai bien baisé! Aucun joueur de Gryffondor n'a payé pour être dans l'équipe. On les a choisis pour leur talent. Oui, Hermione dit ça parce que Lucius aurait payé pour faire entrer Drago dans l'équipe. Mais c'est la même chose pour l'équipement. C'est bien beau d'avoir un bel attirail flambant neuf et coûtant un bras, mais si tu n'es pas capable de t'en servir, t'en feras pas grand chose. Ouais, mais quand même, c'est pas juste et équilibré. Alors, je veux pas faire le mec qui s'y connaît, toutes les infos que je vais te sortir viennent de mes recherches qui ont duré 2 minutes, montre en main, et du visionnage de ce super film, Le Mans 66, que je te conseille. Mais voilà, lors du Mans, ou des courses de F1, des voitures sont plus rapides que d'autres. Et ce n'est pas forcément la plus rapide qui arrive en premier. La jalousie de Ron en 4e année. Ce qui n'a aucun sens tant c'est à l'encontre de sa personnalité. Oui, Ron peut être envieux, parfois jaloux de Harry. Oui, il aimerait lui aussi être sous les projecteurs de temps en temps, mais jamais au point de trahir son ami ou de l'abandonner. Dès les rencontres, Ron a ses complexes, et c'est très bien que Harry est déjà l'un des sorciers les plus célèbres du monde, et pourtant, il se lie d'amitié immédiatement avec lui. Ron est même le premier à l'encourager quand Harry devient attrapeur à 11 ans, alors que c'est l'un de ses rêves. Alors que c'est Ron qui est fan de Quidditch et que Harry n'avait jusque-là jamais touché un balai volant. Que cela va faire exploser sa cote de popularité dès sa première année. Ron accueille Harry dans sa famille comme un frère. Il voit au quotidien la réalité de sa célébrité et à quel point elle peut peser lourd sur ses épaules. Et malgré tout, il le soutient. Quoi qu'il arrive, sauf là, ça ne colle pas du tout avec son caractère, à tel point que c'est pour moi une faute d'écriture. Je sais très bien que la crise d'adolescence peut nous faire complètement changer. Mais Harry est le seul élève de l'école à n'avoir strictement rien à gagner avec ce tournoi. Il est déjà riche, il est déjà plus célèbre que n'importe quel champion. Et chaque année, on essaye de le tuer. Alors que quelqu'un l'est inscrit contre son gré, c'est tout à fait crédible. Que Ron ne le croit pas à ce moment-là, qu'il l'abandonne pile au moment où Harry est le plus en danger, ça sonne faux. Même si l'adolescence et les changements pointent le bout de leur nez. Pour ce point, je suis d'accord, mais en même temps, tu le dis toi-même, adolescence, rêve de Ron réalisé par Harry, et c'est pas le premier, c'est pas la première année, à chaque fois c'est Harry qui occupe tous les regards, l'espace public, qui est applaudi, je ne sais quoi. Donc je peux comprendre qu'il en ait eu marre ce coup-ci, et que là vraiment c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et c'est le cas, c'est bien précisé dans le livre en gros. C'est que c'était son rêve, Harry n'en voulait pas du tout, donc je pense que oui, Ron a un peu pris ça comme une tentative de Harry de le faire chier en gros. Parce que lui, c'est Harry Potter, et lui il va réussir non seulement à se faire accepter dans le tournoi, à mettre son petit carton avec son nom dans la coupe de feu, et bien sûr, sortir avec la gloire, l'argent, et être le premier du tournoi. Ce n'est qu'après la première tâche que Ron réalise qu'il faut être fou pour y mettre son nom, et que non, son ami n'a pas pu le faire. Et la deuxième épreuve, l'intégralité de la tâche se déroule sous l'eau, et le public n'a qu'à attendre pendant 1 heure de voir qui remontera le premier. Tu parles d'un divertissement. Et c'est pareil pour le labyrinthe. Personne ne voit ce qu'il s'y passe. Il y a des gradins, mais ils ne sont pas assez hauts. Et on n'est pas chez les Moldus. Il n'y aura pas de replay, pas de caméra embarquée, pas de best-of des meilleurs moments. Même si tout s'était déroulé parfaitement, tout ce que le public aurait vu, c'est un champion ressortir vainqueur, sans avoir assisté au moindre exploit.
Là aussi, pour le public du tournoi, je suis un petit peu d'accord, mais je tiens quand même à dire que dans notre réalité, à nous aussi, il y a ce genre de trucs stupides, comme les personnes qui se déplacent pour assister à une course de voiture, donc course de rallye ou Le Mans, ou de vélo, le Tour de France, durant lesquelles la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de lever les bras et crier « Ouais !» dès que les champions passent, et une fois qu'ils sont passés, on rentre chez soi. Là aussi, tu parles d'un divertissement, autant tout suivre à la télé. Le plan de Voldemort cette année-là est incroyablement compliqué pour pas grand-chose. Pour réaliser sa potion, il lui faut 3 ingrédients. Les ossements de son père, c'est bon. La chair du serviteur, c'est bon aussi. Et enfin, le sang de l'un de ses ennemis. Harry Potter n'est pas le seul à correspondre à ce critère. Voldemort s'est fait d'innombrables ennemis. Mais il insiste pour que ce soit Harry. Et bon, ça, on peut le comprendre. C'est logique qu'il pense que le sang de son plus redoutable adversaire rendra la potion plus puissante. Capturer Maugrey Folleuil et placer un mange-mort à sa place, ça c'était brillant. Mais ensuite, inscrire Harry au tournoi des 3 sorciers, en misant sur le fait que peut-être il irait jusqu'au bout pour toucher un porte-loin qui l'amènerait jusqu'au cimetière, il n'y avait vraiment pas plus simple. Pour le plan de Voldemort, je suis d'accord dans la globalité, mais il y a des points qui me titillent. J'ai vraiment l'impression qu'ils avaient fait le plus dur en installant un espion à Poudlard. En plus, Harry avait totalement confiance en lui. Il avait une relation particulière avec celui qu'il croyait être Maugrey. À partir de là, il existait 1000 façons de l'amener jusqu'au Seigneur des Ténèbres à n'importe quel moment. Harry s'est retrouvé seul avec son professeur de nombreuses fois. Il a transformé Malfoy en fouine. Il pouvait bien changer Harry en puce, le capturer et l'emporter avec lui. Ce n'est pas si simple de sortir de Poudlard peut-être. Non, pas peut-être. Poudlard a la réputation d'être l'un des endroits les plus sûrs du monde des sorciers. Gringotts, la banque des sorciers. Y a pas d'endroit plus sûr ça, non. Sauf Poudlard, peut-être. C'est pour cela que c'est un choc pour les professeurs quand ils sentent que Poudlard fermera bientôt ses portes dans le 2 à cause des attaques perpétrées par le basilic. C'est d'ailleurs symboliquement subtil dans le dernier livre. Le trio est à la merci de tous les dangers, seul, en dehors de l'endroit où ils étaient le plus en sécurité auparavant. Je dis bien auparavant, parce que dans le 7, avec les profs mange-morts, voilà, vous avez compris. Ils sont plus du tout en sécurité à Poudlard non plus. Bref, tout ça pour dire qu'on ne peut entrer et sortir comme ça de Poudlard comme dans un moulin. On ne peut y transplaner, sauf pendant les cours de transplanage, dans la grande salle seulement, et c'est encadré. Bref, Harry aurait pu mourir à chaque tâche du tournoi, et tout ça n'aurait servi à rien. Non, Harry n'aurait pas pu mourir lors du tournoi des 3 sorciers parce que, encore une fois, c'est encadré. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge où, à l'époque, oui, c'était effectivement encore dangereux. Les participants pouvaient vraiment mourir lors du tournoi des 3 sorciers. Là, maintenant, en temps de paix, le tournoi des 3 sorciers a pour but de réunir les pays, sous la coupe, t'as compris, du département de la coopération magique internationale, et du ministère de la magie lui-même, anglais notamment, et j'imagine ceux des autres pays, en tout cas ceux qui participent. Harry le réalise même après la seconde tâche, en voulant secourir tout le monde, pensant qu'ils allaient vraiment mourir noyés. Et comprenant que, non, c'était encadré, il n'allait pas mourir noyé, il s'est senti stupide. L'existence, et surtout la banalisation des filtres d'amour, fait vraiment froid dans le dos. On peut littéralement en acheter dans la boutique de Fred et George, et ils n'hésitent même pas à en faire passer en douce à Poudlard. Parce qu'au fond, un filtre d'amour, ce n'est rien d'autre qu'une drogue comme le GHB. Une substance qui retire le libre arbitre de la personne qui en boit. La victime devient obsédée par celui ou celle qui possède la potion, et si c'est fait dans son dos, les conséquences peuvent être terribles. Et pourtant, dans l'histoire, le sujet est traité de manière très légère. On rigole quand Romilda Vane tente d'en donner à Harry. On rigole quand Ron en avale par erreur. Et ensuite, on passe simplement à autre chose. Oui, alors, j'aimerais ajouter que pour le filtre d'amour, on en rigole parce que les victimes sont des mecs. Si ça avait été l'inverse, ce Harry Potter 6 serait dans un top de films prenant la culture du viol. Mais ici, ouf, tout est fait pour que ce soit mignon, vu que ce sont les filles qui les utilisent. Romilda Vane, la mère de Tom Jedusor, les jumeaux Weasley incitent des filles dans leur boutique, et en plus, le packaging est rose. Donc voilà, on a bien compris, c'est un truc de meuf. La seule fois où le danger est vraiment pris au sérieux, c'est à travers Merop Gaunt, la mère de Voldemort. On suppose, sans jamais en avoir la confirmation, qu'elle a utilisé un filtre d'amour pour manipuler Tom Jedusor Senior, le forcer à l'aimer et même à avoir un enfant avec elle. Non, c'est clair et net que la mère de Voldemort a utilisé un filtre d'amour. C'est pas, on n'en a jamais eu la confirmation, non, c'est pour... Si, c'est clair et net et c'est pour ça que Voldemort ne peut aimer. Partie 8, le plan des 7 Potter. Point numéro 8, ça va être très rapide. Je suis d'accord. Voldemort s'est toujours cru au-dessus des autres, et on sait, à travers ses Horcruxes, que c'est quelqu'un qui attache une énorme importance au symbole. Il aurait pu choisir n'importe quel objet du quotidien pour y enfermer un morceau de son âme, ce qui aurait été beaucoup plus prudent d'ailleurs, mais il s'est obstiné à sélectionner des artefacts mythiques, liés à l'histoire de Poudlard notamment.
On peut y voir la même logique avec les personnes qu'il a tuées pour créer ses Horcruxes. Mimi Géniard était une élève de Poudlard et une cible de la mission que Salazar Serpentard lui avait confiée en tant qu'héritier. Voldemort a tué son père pour la bague de Gaunt, ou Hepzibah Smith, une descendante directe d'Helga Poufsouffle pour la coupe. Mais dans ce parcours extraordinaire, il y a 2 fausses notes que je ne peux pas m'empêcher de regretter. Les victimes qui ont servi pour le médaillon de Serpentard et le diadème de Serdaigle. Un vagabond moldu pour le premier et un paysan albanais pour le second. Point numéro 9, je suis juste pas d'accord quant au fait de reprocher à Voldemort de tuer un moldu pour créer un Horcrux. Certes, c'est donner beaucoup d'importance à la vermine que sont les moldus, et en plus, quelque part, c'est rattacher les moldus à un objet du monde magique, j'avoue, voilà. Mais symboliquement, le moldu tué est l'incarnation de tous les moldus, des gens que Voldemort méprise et aimerait sans doute tous tuer. Et enfin, pour l'Albanais, je pourrais comprendre qu'on ne soit pas d'accord, mais je vais quand même apporter mon point de vue. L'Albanie, là où va se réfugier Voldemort après la claque que bébé Harry lui a mise en 81, c'est dans une forêt en gros très peu fréquentée par les sorciers, et c'est là aussi qu'il avait caché le diadème de Rowena Serdaigle. Donc marquer symboliquement un refuge par un meurtre qu'il a commis et qui lui a permis de faire un Horcrux, je trouve pas ça déconnant. Donc oui, très probablement qu'il n'avait personne sous la main et qu'il a pris la première personne qui venait, sans doute, je pense, encore une fois, un moldu. Et enfin, petite correction. Il comptait utiliser la mort de Harry, de l'élu de la prophétie, pour créer son Horcrux le plus puissant. Non. Parce que justement, Harry était un Horcrux involontaire. Partie 10, Harry devient un Aurore. Depuis la fin de la saga, J.K. Rowling a révélé beaucoup de choses sur ce que sont devenus nos héros. Selon elle et l'enfant maudit, Harry est devenu un Aurore, puis le directeur du bureau des Aurores au ministère, et je déteste cette idée. Je sais que Harry est quelqu'un de bien, et que même après avoir vaincu Voldemort, il aurait envie de voir les derniers partisans du Mage Noir arrêtés. Mais il le dit lui-même juste après la bataille. Il a eu assez d'ennuis pour le reste de sa vie. Alors pourquoi choisir de consacrer son existence à se battre encore et encore contre les forces du mal? La phrase « j'ai eu assez d'ennuis », bon, ça c'est la raison pour laquelle il ne veut pas garder la baguette de Suro, dont il est pourtant le propriétaire. C'est que surtout il ne veut pas attirer les ennuis vers lui. Ce qui, bien sûr, peut paraître paradoxal vu comme ça, s'il devient Aurore et que ça veut donc dire qu'il va chercher les ennuis. Seulement, c'est quand même oublier ce que fait Harry depuis le moment où il a su qu'il était un sorcier, donc depuis sa première année à Poudlard, combattre les forces du mal. C'est un peu un jeudi pour lui. Il a affronté un troll, Quirrell, des araignées géantes, des détraqueurs qui ne sont pas méchants mais quand même liés au milieu carcéral et donc criminel, et en plus il s'en prenait à lui. Il a participé au tournoi des 3 sorciers, donc le danger, il connaît bien. Il a survécu à des mange-morts, à Voldemort, à des inféries, et en plus d'affronter des mages noirs et des créatures magiques, il protège également les gens. Même ceux, je veux pas dire qu'il déteste son cousin Dudley, mais même ceux avec qui il n'est pas en très bons termes, dès qu'il a quelque chose à dire, il ouvre sa gueule, c'est pour ça qu'il est en retenue avec Ombrage. Il déteste les abus, toute forme d'abus, et il a un fort sens moral. Et devant quelque chose de mal, il ne peut pas rester sans rien faire, il est obligé d'agir. Et enfin, il faudrait pas oublier que pendant tous les livres et pendant tous les films, on nous rabâche bien qu'il ressemble à son père, et même à sa mère dont il a les yeux. Il ressemble tellement à son père qu'il a aussi son talent pour le Quidditch. Donc pourquoi il ne l'aurait pas aussi pour combattre les forces du mal et donc devenir Aurore comme ses parents qui eux avaient rejoint l'ordre du Phénix pour combattre les forces du mal. Et enfin, je trouve pas ça incohérent que Harry Potter, après avoir coupé la tête du serpent, n'ait pas envie de s'occuper des restes. Donc, je pense sincèrement que Harry méritait de suivre sa passion pour le Quidditch et d'en faire une carrière. Certes, puisqu'il est bon, talentueux, comme son père, mais Harry Potter n'aime pas être le centre de l'attention, la star que tout le monde connaît. Donc un métier de policier, en gros, loin de sous le feu des projecteurs, c'est ce qu'il lui faut. C'est dit très souvent dans les films ou les livres qu'il n'aime pas le fait que tout le monde le regarde, que tout le monde le connaisse. Ou de finir ses jours à Poudlard comme professeur. Il a prouvé dès sa 5e année qu'il était capable d'enseigner aux autres. On sait aussi qu'il a toujours considéré Poudlard comme sa maison. Oui, il est capable d'enseigner, mais l'objectif derrière, c'était d'aller poutrer du mange-mort et de créer l'armée de Dumbledore, pas les profs de défense contre les forces du mal de Dumbledore. Et enfin, oui, Poudlard est sa maison, durant sa scolarité. Parce que sinon, sa maison, c'est Private Drive. Et d'ailleurs, durant sa 5e année, il y a même une autre maison qui a fini par supplanter Poudlard, le Square Grimmauld, avant que la mort de son parrain ne vienne tout gâcher.
Mais il finira bien par grandir et quitter Poudlard un jour, et avoir son propre foyer, avec sa propre famille. Voilà donc ce que j'avais à répondre de la vidéo de Vous savez qui. Pour rien vous cacher, ce qui m'a un peu embêté, ce qui m'a surtout encouragé à faire cette vidéo, c'est le titre. Le fait d'affirmer que ce sont des erreurs et des incohérences, alors que pour moi, c'est surtout des problèmes que tu as avec la saga. J'aurais préféré en fait y trouver dans ta vidéo des erreurs un petit peu plus objectives, comme pourquoi Barty Croupton Jr. a la voix de Maugrey Folleuil dans Harry Potter et la Coupe de Feu, alors qu'on voit bien que dans Harry Potter 2 et 7, le polynectar ne permet pas d'avoir la voix de la personne à qui on prend l'identité. Voilà, j'aurais préféré avoir des vrais problèmes comme ça, des incohérences, des choses qui ne sont pas expliquées, plutôt que des problèmes subjectifs. Donc à voir si plus tard je referai ce genre de vidéo avec ce youtubeur ou un autre. En tous les cas, je pense que oui, globalement, ce sera des vidéos centrées sur Harry Potter, avec lesquelles je ne suis pas d'accord, parce que c'est un univers que j'adore, que je maîtrise, et donc voilà, ça peut arriver que j'ai des petits points de discordance avec d'autres fans. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Critizen Can. Salut à tous.